Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. J'ai eu l'idée de l'épisode d'aujourd'hui suite à la fête de Noël de mes voisins qui a eu lieu il y a quelques jours et au cours de laquelle je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a fait réfléchir et j'avais envie de vous en parler. À cette fête des voisins, je ne connaissais personne, donc c'était une découverte totale pour moi et je suis reparti avec un sentiment assez mitigé. Tout le monde était sympa. Bon, après, c'est rarement autrement. Quand on arrive dans un groupe où tout le monde se connaît déjà, c'est rare de voir déjà des tensions, mais je suis ressorti de cette soirée avec un peu le sentiment d'être le loser de la soirée. Je m'explique. Ils étaient tous plutôt jeunes, tous propriétaires, j'étais le seul locataire, et ils ont tous un bon travail, ils ont tous un travail qu'ils aiment, ils ont tous l'air très heureux. Et du coup, moi à côté, je me suis senti un peu comme la personnification de l'échec. Et du coup, j'ai eu envie de vous raconter deux histoires d'échecs qui ont chacune une finalité différente et des leçons que j'en ai tirées. Donc si ça vous dit, c'est parti. Pour la première anecdote, on est de retour au collège. Je n'aime pas spécialement l'école, moi je déteste pas ça non plus, mais voilà, j'aime pas spécialement ça. Je m'investis suffisamment pour pas être séparé du groupe de camarades avec lequel je suis et pour rester un minimum intégré. C'est ça le plus important pour moi. Et d'ailleurs, je pense que c'est le goal de la majorité des adolescents à cette période. Malgré tout, il y a quand même certaines matières dans lesquelles j'ai plus envie de m'investir que d'autres. Et ça peut être pour plusieurs raisons. Soit c'est vraiment par intérêt pour le cours en lui-même, ce qui est assez rare. Soit c'est pour d'autres raisons, et je m'investis, mais ça veut pas pour autant dire que je réussis. J'ai notamment le souvenir d'une prof de maths que j'avais, que j'appréciais beaucoup, parce que justement je sentais son investissement avec nous. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur à l'école, avec les profs. Sauf que vraiment, j'avais zéro, mais alors zéro attrait pour les maths. Pour la matière en elle-même, c'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus. Mais à cette même période, il y a une autre matière dans laquelle j'ai vraiment envie de m'investir, et où je me dis que cette fois, je peux réussir, c'est l'anglais. Déjà, bon, l'anglais c'est une langue vivante, donc ça fait partie du domaine littéraire. Donc déjà, j'ai un plus gros intérêt pour ce domaine en général. J'aime plus l'histoire et le français que les maths et la physique par exemple. Et j'ai beaucoup d'admiration aussi pour ma prof d'anglais, qui est aussi très investie et qui nous montre que notre réussite lui tient à cœur. Et ça, c'est quelque chose qui me touche toujours, et du coup, ça me donne d'autant plus envie d'y aller. Tout ça, ça me donne vraiment envie de me donner à fond dans cette matière pour déjà rendre la prof et ma mère fiers, et moi aussi. Sauf que, en anglais, on a des tests toutes les semaines et que chaque fois, je me retrouve avec une note entre 7 et 9 sur 20. J'arrive jamais à avoir la moyenne. Et je vois autour de moi mes camarades qui ont 17, 18 et c'est décourageant pour moi parce que si tout le monde avait entre 7 et 12, bon bah là je pourrais me dire la prof est trop stricte ou... Mais là non, le problème c'est moi. Et je comprends pas ce que je comprends pas, c'est ça le pire, c'est que je ressors de chaque test en ayant l'impression d'avoir compris et chaque fois c'est raté. Donc peu à peu, je finis par me résigner et je finis par me dire, bah tant pis, je suis nul en anglais, c'est comme ça, je suis peut-être bon ailleurs, mais vraiment, l'anglais ça marche pas quoi. Le collège et le lycée passent, et après le bac, je me retrouve en fac de droit parce que j'ai toujours pensé que c'était ce que je voulais faire. Et très vite, je me rends compte que ça me plaît pas, et j'ai une discussion avec une copine de lycée qui, elle, est en fac d'anglais, et elle me convainc de la rejoindre, de venir avec elle. Elle sera en deuxième année, du coup, moi je serai en première année, mais on pourra quand même se voir entre midi, etc. Et du coup, ça me rassure, et je me dis, pourquoi pas, finalement. Je me retrouve donc en fac d'anglais, sachant que mon niveau au lycée n'était toujours pas terrible en anglais, mais je me dis que ces études peuvent être quand même une bonne alternative parce que, en fait, je sais pas quoi faire comme métier. Donc je me dis, bah c'est bien, ça restera, ça me servira toujours d'apprendre l'anglais, peu importe le domaine que je choisirai plus tard. Finalement, au cours de l'année, au cours de ce cursus, je me rends compte que certains étudiants, ils sont certes meilleurs, mais il y en a aussi qui sont moins bons que moi. Et ça, c'est assez agréable parce que ça me permet de relativiser et ça me pousse à continuer. Et mine de rien, mon niveau d'anglais, il évolue quand même. Et il s'améliore même. Ce qui aide aussi beaucoup, je pense, c'est qu'il y a certaines matières qui me plaisent plus ou moins, mais le sujet central, c'est l'anglais. C'est-à-dire, même si j'aime pas la grammaire anglaise, ben, je peux aimer plus la traduction ou la phonétique ou ce genre de choses, ce qui fait que je baigne quand même dans l'anglais malgré tout. Après mes études, je m'expatrie en Angleterre et je suis amené à travailler avec des personnes qui sont anglophones, mais qui sont pas forcément anglaises. J'ai notamment des collègues espagnols, polonais, etc., qui me félicitent sur mon anglais. Et finalement, peu à peu, je me rends compte que je parle anglais couramment.
Avec le recul, je me rends compte que c'est difficile pour moi de savoir à quel moment exactement la bascule s'est faite. Mais je me souviens très bien des différents mindsets par lesquels je suis passé. Je me souviens extrêmement bien, je me souviens parfaitement à quel point je me sentais nul quand j'étais en anglais au collège et que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas alors que j'avais vraiment envie de réussir. J'avais l'impression de réussir et finalement je me retrouvais quand même avec un 9 devant les yeux, quoi. Et je me dis que finalement c'est peut-être en me laissant ma chance, en sachant saisir les opportunités qui se sont présentées à moi et surtout en ne restant pas bloqué sur cet échec que j'ai pu m'améliorer et maintenant réussir à parler anglais couramment, chose que le moi de 12-13 ans n'aurait jamais cru possible. Pour la deuxième anecdote que je voulais vous raconter, là j'ai 16 ans et c'est déjà un moment où toute ma famille me tanne pour passer mon permis. Il faut savoir que j'habite dans une très petite ville, en Lorraine, où rien n'est possible sans voiture. Ou c'est pas tout à fait vrai, c'est possible, mais c'est chiant. Et c'est limité surtout. Donc, passer mon permis ou pas, c'est même pas une question. C'est-à-dire, il faut l'avoir, et même si je suis pas très emballé, bah je me laisse faire, comme souvent dans ma vie, d'autant plus que ma mère me dit « je te l'offre ». Et parallèlement à ça, j'entends des personnes dans mon entourage où leurs parents leur avancent l'argent, mais c'est un montant qu'ils vont devoir rembourser, ou alors même ils doivent attendre d'avoir suffisamment travaillé, notamment l'été, pour pouvoir s'offrir eux-mêmes leur permis de conduire. Et du coup, moi à côté, je me sens chanceux, quoi. Privilégié même que ma mère me propose de m'offrir ça, sachant que c'est une grosse somme, et du coup je me dis ben je peux pas me permettre de refuser. Donc je fais les choses dans l'ordre, je commence par le code, où je dirais que mon niveau de compréhension et mon niveau de motivation sont à peu près au même point, c'est-à-dire vraiment pas très haut. Je fais plusieurs séances après l'école, je me souviens très bien que le plus important c'est vraiment d'être très bien habillé pour aller à l'auto-école, beaucoup plus que ce que je suis censé y apprendre. En vrai, je pense que le code, c'est passionnant pour personne. Enfin bon, après, je sais pas. Dites-moi si le code vous passionne, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans ce cas. Mais moi, j'arrive tellement pas à me projeter. Pour moi, ça veut rien dire ce que je regarde, et j'arrive pas du tout à suivre, quoi. J'ai l'impression que pour moi, le code, c'est comme les maths. C'est-à-dire, savoir comment fonctionne un moteur, ça m'intéresse à peu près autant que de savoir résoudre une équation à deux inconnus. Toujours est-il que je continue d'y aller, un peu par acquis de conscience, et puis l'auto-école commence à dire qu'il faut fixer une date d'examen pour le code. Donc je fais mes séances, et puis la date arrive à grands pas. Je sais que la veille de cet examen, je fais encore 17 fautes. Le jour de l'examen, ma mère m'emmène, et ni elle ni moi, on a un grand espoir. Je me rappelle que je lis dans ses yeux que elle s'est dit bon, il va falloir un miracle parce que elle sait que je suis nul et que je m'investis pas et que j'ai pas envie en fait. J'arrive donc à cet examen, j'arrive dans une grande salle où il y a un écran géant, il y a des chaises qui sont mises là et qui sont un peu espacées les unes des autres, et moi je suis placé à peu près au milieu. Je regarde un peu ce que font les autres, mais honnêtement c'est difficile de me dire que je vais faire comme eux puisque je les connais pas. Du coup je me dis autant ils sont nuls, si je mets la même chose qu'eux, j'ai pas la garantie que ce soit la bonne réponse. Du coup, je réponds pas mal au hasard, faut être honnête. Et à la fin, je me souviens que on doit attendre et ensuite on doit se présenter chacun son tour à un espèce de comptoir où il y a un homme qui imprime un ticket et qui nous dit si on a réussi ou pas. Moi, je sais pas si ça se passe encore comme ça parce que je suis très vieux, ça se passait comme ça à mon époque. Pendant que je fais la queue, je sais que ma mère m'attend dans la voiture et je me prépare à une dispute. Je me dis on va se disputer, donc il va falloir que je dise ça, ça, ça. Enfin, j'essaie de me préparer. Et puis le monsieur du comptoir appelle mon nom, il me donne un ticket et il me dit moins de 5 fautes, félicitations. Je me souviens de cette phrase comme si c'était hier, je suis choqué, mais j'ai pas trop le temps de réaliser parce que je dois bouger pour laisser la place à la personne suivante. Du coup, je sors, je rejoins ma mère en voiture et je me souviens lui dire que j'ai eu mon code, mais même moi j'y crois pas quand je lui dis. Et évidemment, elle est super heureuse. Moi, je suis plus mitigé. J'essaie de me réjouir parce que je suis content de lui faire plaisir, mais en même temps, ça me stresse parce que je me dis, bah voilà, là, la prochaine étape, je vais vraiment devoir conduire, quoi. Et je suis pas serein par rapport à ça, j'ai peur. Je commence mes 20 leçons de conduite obligatoires et c'est vraiment laborieux. Déjà, je mets plusieurs séances à réussir à démarrer parce que je suis super stressé et surtout j'arrive pas, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à tout faire. Par exemple, ça me paraît insurmontable de devoir tout faire en même temps. Vérifier les rétros, tout en passant les vitesses, tout en gérant les pédales, tout en respectant le code de la route. Pour moi, c'est trop. Je peux pas faire tout ça. Du coup, ma monitrice est sympa, mais je sens un peu une forme de désespoir de m'avoir comme élève. Et je vois aussi qu'elle a des trucs à cocher en fonction de l'évolution des leçons, etc. Et je vois que dans les dernières leçons, il y a aller sur l'autoroute. Et c'est ma pire angoisse. Ce jour-là arrive et déjà, bon, elle me force à aller vite pour pouvoir aller sur l'autoroute parce que c'est indispensable, que c'est obligatoire. Et moi, je voulais pas, mais bon, on force un peu. Et une fois sur l'autoroute,
je me sens instantanément piégé, d'autant plus que très vite je suis encerclé par 3 camions. C'est-à-dire j'en ai un devant, un derrière et un qui me double sur le côté. Et là vraiment j'ai un stress qui est indescriptible, parce que je me dis que je peux pas m'arrêter, que j'ai vraiment peur. Et en plus à ce moment-là je ne gère clairement que le volant, puisque c'est ma monitrice qui gère les pédales. Et c'est sur cet épisode assez traumatisant pour moi que s'achèvent enfin ces 20 leçons de conduite. Suite à ça, ma monitrice demande un rendez-vous avec ma mère. Je pense que c'est la procédure habituelle. Et lors de ce rendez-vous, la monitrice dit bon bah là, il faudra minimum 90 heures supplémentaires vu son niveau. Et je fais une parenthèse, certaines personnes à qui j'ai raconté cette histoire m'ont dit non, elle a exagéré, elle voulait prendre plus d'argent et tout. Croyez-moi sur parole, non. Elle a pas exagéré, j'étais vraiment nul. Et du coup, ma mère répond mais non, c'est pas possible, je vais pas payer 90 heures de conduite supplémentaire. Non, non, on va faire la conduite accompagnée. Là, à ce moment-là, commence une période, heureusement, qui ne dure pas très longtemps, mais néanmoins difficile, où moi je suis ultra stressé comme vous pouvez l'imaginer, et ma mère qui ne comprend pas pourquoi je suis stressé, qui du coup stresse aussi, et bref, c'est un espèce de cercle vicieux où on se stresse l'un l'autre et il y a zéro plaisir et vraiment que du stress et de l'angoisse. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet, on roule uniquement dans mon lotissement, et à un moment j'arrive à un feu rouge, ou un stop, je sais plus, un stop je crois. Du coup, je m'arrête. Bon, déjà, je m'arrête. Non sans mal. C'est-à-dire un peu brusquement. Mais je m'arrête quand même. Donc déjà là, je suis assez fier. Et ensuite, il faut redémarrer. Quand il y a personne à gauche, personne à droite, on démarre. Il y avait personne. Et j'essaie de démarrer. Évidemment, j'arrive pas à démarrer. J'arrive pas avec l'embrayage et tout ça. Enfin, c'est compliqué pour moi. Et là, évidemment, il y a des personnes qui arrivent derrière, d'autres voitures qui font la queue derrière moi. J'en vois de plus en plus. Et ça commence à klaxonner. Quand ça commence à klaxonner, c'est vraiment l'espèce de point de non-retour où vraiment là je suis au max du stress et je me dis ok, c'est ok d'être nul et de déranger personne, mais là je commence à déranger des gens, non ça va pas, c'est pas possible. Et donc je dis à ma mère non non, on change de place. Ma mère essaie d'insister un peu, elle dit mais non, essaye, c'est bon, c'est pas grave, les gens ils attendent, on s'en fout. Mais moi je m'en fous pas en fait, c'est hyper stressant pour moi. Je sors de la voiture, je fais le tour pour aller du côté passager, pour obliger ma mère à prendre le volant. Et j'ose pas regarder autour de moi parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Et voilà, ça peut paraître comme rien, mais moi je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Et je ressens encore le niveau de stress dans lequel j'étais. Par rapport à ça, je pense qu'il est important de savoir que ma mère adorait conduire. Elle avait d'ailleurs appris à conduire avec ses frères et sœurs avant même de commencer à passer le permis. Donc elle savait déjà rouler avant d'avoir le permis. Et pour elle, c'était que du plaisir. Et avec le recul, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle voulait tellement que j'ai le permis moi aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle me l'avait offert. Elle comprenait pas du coup pourquoi ça marchait pas avec moi. Mais moi, c'était que du stress alors qu'elle, c'était vraiment du plaisir. Pour conclure cette histoire, j'ai eu le code il y a désormais plus de 5 ans, ce qui fait qu'il est plus valable et si j'avais envie de repasser mon permis maintenant, je devrais recommencer le code plus le permis. Avec le recul concernant cette anecdote là du permis, je dirais que c'est un vrai échec parce que j'ai pas réussi à en faire quoi que ce soit. Néanmoins, j'en tire des leçons, c'est-à-dire que j'exclus pas de passer un jour le permis parce que je suis lucide sur les choses que je perds, les choses qui me sont pas accessibles parce que j'ai pas le permis. Notamment, il y a des choses que j'aimerais faire comme un road trip aux USA par exemple, visiter la côte ouest de l'Australie. Je l'ai pas fait quand j'étais en Australie, notamment parce qu'il n'y a pas de transport en commun et que sans voiture, c'est impossible à voir, alors que c'est plus beau et plus sauvage que la côte Est. Je me rends compte aussi que je peux pas rendre visite facilement à des proches qui habitent pas en ville ou à des endroits qui sont pas desservis par les transports. Donc du coup, je me rends bien compte de tout ça, de tout ce que je perds, mais j'essaie d'être gentil avec moi-même en quelque sorte en me disant que j'étais juste pas prêt à ce moment-là et que de toute façon, j'ai jamais été au même rythme que les autres. Parfois, on a juste des blocages et que parfois ça passe et puis parfois ça passe pas. Et là, à cette époque, pour moi, j'avais vraiment trop peur. Si je fais une comparaison, quand je suis arrivé à Paris, j'ai mis 1 an avant de souscrire un abonnement Vélib parce que j'avais peur de rouler à Paris. Là maintenant, je fais quasiment tous mes trajets à vélo. Donc c'est juste pour dire que parfois ça met du temps pour être prêt, mais ça veut pas dire qu'on le fera jamais. Si je vais plus loin, et c'est peut-être un peu de l'autoconviction, mais après tout, ça fait du mal à personne. Donc pourquoi pas? Peut-être que ne pas passer le permis, pour moi, c'était ne pas faire comme tout le monde, et du coup, m'obliger un petit peu à sortir de cette ville, de cette région, de ce pays même. Enfin, m'obliger à vivre autre chose, à vivre ailleurs. Je sais que j'ai toujours voulu quitter le lotissement dans lequel ma mère vivait. J'ai toujours voulu quitter la ville, j'ai toujours voulu quitter la région, et peut-être que c'était une façon détournée de le faire finalement. La leçon, s'il y en a une à retenir pour moi de ça, c'est que l'échec, selon moi, ça vaut à un moment donné, à un moment précis.
Je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir comme un échec sur le moment, mais bon, déjà c'est une chose qu'on peut surpasser, parce qu'on peut réussir là où on avait échoué, comme je l'ai fait moi pour l'anglais par exemple. Je pense qu'on peut aussi ne plus voir l'échec comme un échec, mais simplement comme un moment, quelque chose pour lequel on n'était pas prêt à un moment donné, ou alors on n'était pas fait pour, et ça nous oblige à prendre un détour ou à contourner en fait le problème. Mais surtout, ça nous donne accès à autre chose, ça nous fait prendre un autre chemin que celui qu'on avait initialement prévu, et ça peut nous apporter finalement plus de choses que ce qu'on voulait au départ et ce dont cet échec nous a privés. Voilà, j'avais envie de vous partager ces deux petites anecdotes et ma réflexion philosophique sur le sujet de l'échec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter sur les réseaux sociaux. Mon Instagram c'est dimercibisous, donc n'hésitez pas à me suivre et surtout à m'envoyer des messages pour me donner votre avis sur les épisodes et sur les sujets que j'aborde. Ça me ferait très plaisir. Je reçois des messages de personnes qui me donnent leur avis, qui me partagent leur expérience et c'est toujours très intéressant, je trouve, pour pouvoir se comparer et finalement peut-être parfois s'apercevoir qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un autre. D'ici là, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Merci, bisous.